Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Je suis ravie de partager ce moment de lecture encore une fois avec vous et de poursuivre cette histoire merveilleuse et sanglante de Gaston Leroux, j'ai nommé La poupée sanglante. Voilà. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de sang au moment de notre histoire, mais par contre, il y a beaucoup de fantastique et d'énigmes. Alors, pour ceux qui ont manqué le début, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un tout petit récapitulatif. Pour les autres, je vous invite également à aller voir les replays. Vous savez que vous pouvez les revoir à loisir, les réentendre, peut-être même les partager. Pour cela, vous allez sur le site internet de la chaîne, vous tapez Voyage au bout de la nuit dans votre moteur de recherche ou sur le site de D8 et vous allez tomber sur tous les replays des émissions et vous pouvez comme ça suivre depuis le début toutes les histoires que vous avez aimées, que vous avez envie de découvrir ou que vous avez envie de continuer à suivre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous rappelle également que nous sommes présents sur les réseaux sociaux et que cette émission est la vôtre. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à nous regarder, à nous tweeter, Instagrammer, Facebooker et j'en passe pour nous faire part de vos envies, de vos idées, de vos coups de cœur, de vos coups de gueule. Voilà, tout ce qui vous passe un peu par la tête et on essaiera, dans la mesure du possible, bien évidemment, d'en tenir compte. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Donc je vais vous reprendre cette lecture de La poupée sanglante. Donc qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est l'histoire d'un jeune homme qui est relieur d'art. Vous savez, c'est les gens qui font des bouquins, qui font des très belles couvertures de cuir pour les livres anciens. Voilà, c'est plus des couvertures comme ça, c'est des couvertures beaucoup plus jolies. Et ce monsieur s'appelle Bénédicte Masson et il travaille de façon tout à fait honnête dans son atelier. La seule chose qu'il a, Bénédicte Masson, c'est qu'il est pas très chanceux, il est très très vilain, il est très laid, il est né vraiment avec une disgrâce au niveau du visage, ce qui l'empêche évidemment de trouver une amoureuse. Il est lui fou amoureux d'une belle, c'est un peu Quasimodo. C'est un peu l'histoire de Quasimodo. Il est fou amoureux de sa voisine qui s'appelle Christine, qui vit en face de chez lui. Et à force d'observer Christine et sa famille, il se rend compte qu'il y a des choses pas très nettes qui se passent du côté de chez Christine. Notamment un jeune homme qui répondait au nom de Gabriel, qui vivait ou qui était contenu, on ne sait pas trop, dans une armoire, a été tué par le père de Christine. Et le père de Christine l'a enterré avec le fiancé de Christine, oui, parce que Christine vivait aussi avec un fiancé. Donc il y avait un très beau jeune homme dans une armoire, c'était un secret, ce jeune homme est mort, et ils essaient de faire comme si rien ne s'était jamais passé, puisqu'ils l'ont caché à tout le quartier. Et Christine et son père, j'ai presque fini le récapitulatif, Christine et son père vivent pour l'instant, ont perdu tout leur héritage, n'ont plus aucune économie et vivent pour l'instant à crédit grâce au marquis. C'est le marquis qui les loge et ce marquis apparemment est quelqu'un d'assez pressant et fait des avances à Christine. Et Christine est obligée d'aller travailler chez lui de temps en temps dans la semaine pour pouvoir continuer à garder leur appartement. Et donc, comme elle craint un petit peu le marquis, elle est allée voir ce relieur d'art, donc Bénédicte Masson, lui disant « Écoutez, venez travailler chez le marquis, je vous ai trouvé une place dans sa bibliothèque, comme ça vous me surveillerez, vous le surveillerez et je veux pas qu'il y ait de problème, je compte sur vous, vous êtes mon ami. » Et Bénédicte, il se dit « Bon, c'est quand même très bizarre cette histoire, mais en même temps je suis fou amoureux d'elle, donc je vais quand même le faire un peu pour lui faire plaisir. » Mais quand même, ça m'étonne parce qu'elle agit un petit peu bizarrement, elle n'est pas très claire, elle s'exprime de façon un peu trouble. Et Bénédicte Masson, tout son travail avec nous, va être de mener l'enquête et de comprendre un peu tout ce qui se passe, les tenants et les aboutissants de cette énigme. Voilà, vous pouvez respirer, moi aussi. Je reprends tout de suite là où je me suis arrêtée, c'est-à-dire on commence tout de suite le chapitre 7 qui s'intitule « Le Marquis ». Bon voyage à vous, à tout à l'heure. 1er juin. J'ai vu le marquis. C'est un bon vivant. Mais auparavant, j'ai vu ses portraits. C'est une anecdote assez bizarre qu'il faut que je rapporte ici, car elle a été pour moi l'occasion de la première lueur projetée sur la singulière intellectualité de la marquise. Christine n'était pas là, et j'étais assez embarrassée de ma personne. C'était la seconde fois que je venais sans rencontrer âme qui vive.
car je ne compte point pour des âmes le petit chat Sing Sing et la cariatide Sangor. Je n'osais encore toucher à rien, et pour calmer mon impatience, j'essayais de fixer mon attention sur 4 portraits représentant le père, le grand-père, l'arrière-grand-père et le trisaïeul de mon hôte, enfin toute la série des Coutray jusqu'à Louis XV. Les autres se trouvaient, paraît-il, dans la galerie du premier étage, mais ceci me suffisait pour le moment. Ces 4 images me présentaient l'histoire du costume masculin en France pendant une période de 150 ans, avec cette particularité bizarre que ces différents accoutrements semblaient habiller le même personnage, tant les Coutray se ressemblaient de père en fils. Il n'était point jusqu'aux manières, jusqu'au ton si j'ose dire, qui ne se répétassent. Bref, sous les dentelles et les basques de l'habit Louis XV, sous la cravate de la Gara, l'habit et les guêtres à l'anglaise de l'an 9, sous la redingote à large collet du temps de Charles X, sous l'habit à la française du Second Empire, on retrouvait le même Coutray, haut en couleur, au nez fort, à la bouche charnue, mais dont le dessin ne manquait point de finesse, aux yeux pleins d'un feu bizarre et troublant, à la mâchoire dure, au front un peu étroit mais volontaire, souligné de sourcils réunis à leurs racines, et sur tout cela, un grand air d'audace un peu insolente qui semblait dire « le monde m'appartient ». La vision que j'avais eue du marquis actuel au fond d'une voiture rapide avait été trop fugitive pour que je puisse dire qu'il continuait d'aussi près que les autres la ressemblance avec le trisaïeul. Je prononçais tout haut. Ici manque le portrait de Georges-Marie Vincent. Or j'avais à peine fini d'exprimer ma pensée que derrière moi, une voix se fit entendre. « Il y est !» Je me retournai. La marquise était là, toujours grelottant dans ses fourrures. Je m'inclinai. « Vous ne le voyez donc pas ?» demanda-t-elle. « Où donc ?» fis-je un peu étonnée de l'air dont elle me disait cela, car elle paraissait parler comme dans un rêve et ses yeux étaient immenses. « Où ? Mais là !» Et du doigt, elle me désignait les 4 portraits. « Lesquels ?» interrogeai encore, et de plus en plus stupéfait. « N'importe lequel !» me répliqua-t-elle dans un souffle. Et comme vaincue par un grand effort, elle se laissa glisser dans un fauteuil. C'est là-dessus que la porte s'ouvrit et que le marquis fit son entrée. Je ne sais s'il vit sa femme. Je crois qu'il ne l'aperçut pas. Elle était placée de telle sorte qu'il pouvait très bien ne pas la voir. En tout cas, elle ne fit aucun mouvement. Elle resta tapie dans son coin comme une petite bête blanche, peureuse, retenant son souffle. Dès que je vis de près le marquis, je compris ce qu'elle avait voulu dire avec son « n'importe lequel ». C'était vrai qu'il ressemblait à n'importe lequel de ceux qui étaient alignés sur le mur. « Ah, monsieur Bénédicte Masson, sans doute. Oui. Eh bien, je suis on ne peut plus heureux de vous rencontrer. Mademoiselle Norbert m'a souvent parlé de vous. Et je suis tout à fait obligée puisque vous voulez bien me consacrer un peu de votre temps. Vous verrez que vous aurez de quoi l'occuper ici. » Ah, vous étiez en contemplation devant les Coutray. C'est un spectacle qui en vaut bien un autre, hein. Croyez-vous qu'ils n'ont pas l'air de s'ennuyer, les gaillards? De fait, ils ont toujours eu une très mauvaise réputation. Je ne leur en veux pas pour cela, hein. Une belle lignée, n'est-ce pas, monsieur, et toujours fidèle à son roi. Vous connaissez notre devise? Plus que de raison. C'est une belle devise, ça, toujours plus que de raison, dans le bien comme dans le mal, à la guerre comme dans les plaisirs. Je parle du temps où il y avait des plaisirs. Ces gaillards-là ont connu ce temps. Je les envie. Aujourd'hui, nous n'avons plus que quelques distractions et encore, on ne peut même plus les chasser. Vous imaginez, vous, Georges-Marie Vincent, se faisant la main comme son trisaïeul en abattant un couvreur sur un toit? Non, n'est-ce pas? Eh bien, ni moi non plus. Moi, tout de même, dans ce temps-là, il ne s'est pas trouvé un garde champêtre pour lui dresser procès-verbal. Ah, c'était un type que Louis-Jean-Marie Chrysostome, premier écuyer de Sa Majesté. Nous avons fait beau, monsieur, nous sommes maudits dans tous les manuels de l'histoire de France, rédigés par les francs-maçons d'aujourd'hui. Parce que les francs-maçons d'autrefois... Nous avons toujours été plus ou moins francs-maçons, je me rappelle. La chose est arrivée à mon grand-père, qui était le premier gentilhomme de la chambre de Louis XVIII. Je me rappelle que ce soir-là, on a bien ri. C'était un soir d'initiation. Mon arrière-grand-père a passé pour de bon son épée à travers le corps de l'initié, qui avait tenu en ville des propos fort désagréables, pour l'honneur d'une dame qui avait celui d'être à la fois la maîtresse de Sa Majesté et de mon bisaïeul. Ça, c'était une épreuve. Et le jeune garçon est mort. Il y a eu contre Marie-Joseph Gaspard une levée de truelle. Il ne s'en est pas plus mal porté, comme vous voyez. Et en prononçant ces derniers mots, il se tournait vers moi, de telle sorte que ma parole, on ne savait au juste de qui il parlait quand il disait
ce que vous voyez. Du portrait de Marie-Joseph Gaspard ou de lui-même. Il riait. Il riait de tout cœur, de tout son cœur et de toute sa bouche aux dents éclatantes, aux canines aiguës. Ah, c'était un homme de belle humeur et qui devait boire sec et manger saignant. Vous avez remarqué comme nous ressemblons tous? Ah, on continue la lignée. On continue la lignée. En tout cas, celui-là était son mystère. Et ne vous donnez point, comme la marquise, des idées fantômes, pour parler comme les bonnes femmes. Il nous planta là, cependant que Sing Sing courait devant lui, ouvrant les portes et que nous entendions son rire énorme qui semblait la seule chose dans ce vieil hôtel endormi. Puis tout retomba au silence, tout s'effaça à nouveau. Et la petite nuée blanche derrière moi prononça. « Ne trouvez-vous pas qu'il est effrayant ?»« Pas le moins du monde, répondis-je en souriant. Je trouve que monsieur le marquis est en bonne santé. »« Il le peut, dit-elle dans un souffle. C'est justement ce que je vous disais, il est effrayant de bonne santé. » Ce qu'elle me disait, je le comprenais de moins en moins, et l'air de mystère avec lequel elle me disait tout cela me parut tout à fait puéril. Que pouvait-elle vouloir me faire entendre avec « il le peut, il le peut » Elle reprit en remontant d'un geste frileux sa fourrure sur son épaule nue. « Avez-vous remarqué que le marquis, quand il parle des coups de trait, de celui-ci, de celui-là ou d'un autre, je dis souvent « je ». Mon Dieu, madame, sans doute, je, comme il dirait nous les couterais. Non, c'est pas ça, il dit je me rappelle, et ainsi il raconte l'anecdote comme si la chose lui était arrivée à lui-même. Mais où voulait-elle en venir? Elle avait toujours ses yeux immenses, reflétant une pensée qu'elle était seule à voir. Bon, madame, quand monsieur le marquis m'a dit je me rappelle, il faut évidemment comprendre, je me rappelle qu'on m'a raconté qu'il ne saurait en être autrement. Monsieur le marquis ne saurait se rappeler d'une chose qui s'est passée lorsqu'il n'était pas né. Ben, c'est la raison même. C'est la raison même, prononça-t-elle avec soupir. Elle se leva. Il est parti tout de suite, expliqua-t-elle, parce que Christine n'était pas là. Je vous en prie, monsieur Masson, quand Christine est là, ne la quittez sous aucun prétexte. Au revoir, monsieur Masson. Ah, Sing Sing était derrière nous, qui nous écoutait. Je me retournai en effet, le petit singe indien montrait ses yeux de jade derrière la porte entr'ouverte, et je le chassai en claquant des mains, comme Christine me l'avait recommandé. Avant de me quitter, la marquise me tendit la main d'un geste extrêmement las. « J'ai la plus grande confiance en vous, monsieur Masson. Je vous dis des choses dont vous ne comprenez l'importance que plus tard. Christine ne veut pas comprendre, elle, je suis bien heureuse de vous savoir ici. » Elle glissa, disparut, pauvre petite chose grelottante par cette belle journée de juin tiède. Par une fenêtre ouverte, le jardin embaumé entrait dans la bibliothèque, comme la vie entre dans un tombeau privé de sa momie. Et ce fut encore de la vie qui entra avec Christine, rayonnante de jeunesse, les joues de pourpre, la bouche en fleurs. Elle me donna ses deux mains. « Vous ne vous êtes pas trop ennuyée sans moi ?» Je ne lui répondis pas. Que puis-je dire? Qu'il n'y avait de vie pour moi que près d'elle? Mon cœur tumultueux m'étouffait. Vit-elle mon trouble? Oui, sans doute. Elle n'en fit rien paraître, en tout cas. Elle défit son chapeau d'un geste adorable, de ce geste qui lui était particulier et qui mettait autour de sa tête la couronne lumineuse de son bras rose. « Allons travailler, me dit-elle. »« Eh bien, vous avez vu la marquise ?»« Oui. Et le marquis aussi. Le marquis ne m'a pas l'air bien compliqué, mais la marquise... »« Oh, ça a déjà commencé? Racontez-moi ce que nous avons dit. » Je lui fis une narration complète de l'entrevue. « Pauvre femme, soupira-t-elle, ne vous a pas paru un peu folle? En tout cas, elle est bizarre. Comment se fait-il qu'elle ait toujours froid? Je vous dis que c'est une femme pleine d'imagination. Elle s'imagine qu'elle a froid, elle a froid. Savez-vous son idée? L'idée qu'il a transi? L'idée qu'il a fait se promener comme une ombre dans cet hôtel de la Belle au Bois dormant? C'est à ne pas croire. Et je ne l'aurais pas cru si le marquis lui-même ne m'avait ouvert les yeux sur l'étrange monomanie de sa femme, dont il a été le premier à souffrir, car il a beaucoup aimé les femmes. Eh bien, mon cher Masson, la marquise s'imagine que tous les marquis que vous voyez sur la muraille est celui d'aujourd'hui, Georges-Marie Vincent. Que c'est le même. Ah, je comprends maintenant. N'est-ce pas? Vous comprenez son n'importe lequel? Qu'elle m'a déjà servi à moi et que j'ai répété au marquis, qui m'a tout expliqué avec une grande tristesse? En effet, elle est folle. Oui, pour elle, le marquis Louis XV, que vous voyez là sur le mur, le fameux Louis Jean-Marie Chrysostome, n'est pas mort, pas plus que les autres. Et le Georges-Marie Vincent d'aujourd'hui, c'est encore et toujours Louis Jean-Marie Chrysostome. Je dis et toujours parce qu'elle est persuadée que maintenant, il ne peut plus mourir.
À moins... À moins... À moins? Ah, fit Christine, cette fois, vous m'en demandez trop long. Ce serait entrer dans un ordre d'idées que je n'ai pas encore le droit d'aborder avec vous. Le marquis, que vous voyez si gai, si bon vivant, ne tient pas à ce que l'on connaisse toutes ses misères. Du reste, quand je le vois trop exubérant, je me doute bien qu'il cherche à les oublier. Je vous dis qu'il a beaucoup aimé sa femme, et je suis certaine qu'il l'aime encore, et même qu'il n'aime qu'elle. Il essaie parfois de rire avec moi de ce qui lui arrive, mais je ne me trompe pas aux faux éclats de sa raillerie. Regardez-moi, me fait-il, et dites-moi si j'ai l'air d'un Cagliostro, d'un comte de Saint-Germain. La farce est drôle. Eh bien, cette idée est venue tout d'un coup à ma femme, et elle ne peut plus s'en détacher. Jusqu'alors, elle me regardait avec amour, maintenant, elle ne peut plus me voir sans épouvante. C'est tellement drôle, Christine, qu'il faut que je vous embrasse. Voilà le genre, cher monsieur Bénédicte Masson. Seulement, moi, je ne veux pas que le marquis m'embrasse, parce que moi, je suis fiancée. C'est vrai, vous êtes fiancée, oui, il y a même longtemps que vous êtes fiancée, je crois. Oui, assez longtemps. Et pour longtemps encore? Elle ne me répondit pas. Elle revint à notre conversation. La marquise est une petite Anglaise sentimentale élevée aux Indes, où les théories spirites les plus extravagantes ravagent les salons de la haute société. Elle a certainement assisté à des séances d'un fakirisme qui bouleverse les cervelles incertaines. Et la marquise est une cervelle incertaine. De plus, elle lit beaucoup. Elle se bourre de romans de l'au-delà. D'un autre côté, le marquis exubérant de vie n'a peut-être pas su comprendre qu'il fallait traiter avec la plus extrême délicatesse cette fragilité suspendue entre deux mondes. Bref, la rupture est complète aujourd'hui, ou est bien près de le devenir. Il y a des histoires du parc aux cerfs, sur le fameux Louis Jean-Marie Chrysostome, qui, comme tous les seigneurs de son temps, pratiquait plus ou moins l'occultisme. La pauvre petite les a lus. Elle a vu ici les 4 portraits, qui sont en effet si étrangement ressemblants. Et voilà. Maintenant, vous connaissez la marquise. Tâchez de la guérir de son idée fixe, si vous le pouvez. Monsieur Bénédicte Masson. J'ai encore une question à vous poser, mademoiselle Christine. Est-ce que la marquise est jalouse? Non, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit en s'en allant, surtout lorsque Christine sera ici, ne la quitter sous aucun prétexte. Oui, je sais pourquoi elle vous a dit cela. La jalousie n'a rien à faire là-dedans, et cela n'a aucune importance. Mais autant que possible, je préfère en effet que vous soyez là quand j'y suis. Tout de même, Christine ne m'a pas dit pourquoi la marquise m'avait dit ça. Chapitre 8, où l'on reparle de Gabriel. Gabriel, je vous rappelle juste, je fais une toute petite parenthèse, que c'était le jeune homme qu'on avait observé dans l'armoire. Il vivait planqué dans une armoire pendant 2 mois. Il a vécu dans une armoire pendant 2 mois et c'est Christine qui le sortait de façon épisodique. Et quand elle le sortait, elle l'embrassait. C'est comme si c'était son amant en quelque sorte. Et Gabriel finalement a été tué par le père de Christine et enterré, chose encore plus énigmatique, par le père de Christine et par le fiancé de Christine. Voilà. Et on se remémore la scène. Et pendant que c'est arrivé, Christine se rappelle, avait hurlé à son père « Non, non, ne le tue pas, ne le tue pas ». Voilà, donc on ne sait toujours pas qui est ce fameux Gabriel. On va peut-être l'apprendre dans ces pages. Je referme la parenthèse. 4 juin. Si je m'attendais à celle-là. D'abord, il est bon que l'on sache que mon aventure a causé dans le quartier une toute petite révolution. Ce n'est pas sans émoi que l'île Saint-Louis a appris que mademoiselle Norbert me rendait de fréquentes visites. Et quand on a su que j'accompagnais la fiche de l'horloger chez le marquis de Coutray, et que nous passions des heures ensemble, en tête-à-tête dans sa bibliothèque, toutes les boutiques, de la rue Le Regratier au Pont-Sully et du quai d'Anjou au quai de Béthune, entrèrent en rumeur. On savait que je ne fréquentais point la messe. Aussi, quand on m'aperçut, un dimanche, pénétrant sous les voûtes de Saint-Louis-en-l'Île, sur les talons de la famille Norbert, on en conclut que j'étais un garçon perdu. Pour tout le monde, l'archiduchesse, avec ses grands airs, m'avait réduit à 0. Elle m'avait pris sous le charme et n'en mangeait plus. Je n'en dormais plus, je ne parlais plus. Du fait, j'avais 2 ou 3 fois négligé de répondre aux questions insidieuses de madame Langlois. Événement grave. J'imagine que dans le même moment, l'arrière-boutique de mademoiselle Baresca ne chômait pas et qu'on devait dresser des plans pour me sauver des maléfices de la famille du sorcier. Moi, un garçon si tranquille, si rangé, si ponctuel et qui était toujours si poli avec sa femme de ménage. Madame Langlois s'était jurée de me prouver qu'elle existait encore. Et voici comment elle y parvint.
Hier, vers les 11 h du matin, je rentrais dans ma chambre, venant de l'hôtel de Coutray, où Christine n'avait pas paru. Ce qui m'avait mis de la plus méchante humeur du monde. Ma conversation prolongée avec le marquis, je trouvais Madame Langlois qui devait avoir fini son ménage depuis longtemps, mais qui inlassablement le recommençait. Je vis tout de suite que la brave femme avait quelque chose à me dire. La façon dont elle ferma la porte derrière moi, dont elle se planta les poings sur les hanches, enfin, toute l'émotion qui la gonflait m'annonçait que j'allais apprendre du nouveau. Je ne me trompais pas. Eh bien, commença-t-elle ? Elle va un peu fort, votre princesse. Vous ne l'avez pas vue ce matin chez votre marquis, n'est-ce pas ? Pardon, Madame Langlois, pardon, je pense que c'est de Mademoiselle Norbert qu'il s'agit. Sachez donc une fois pour toutes que Mademoiselle Norbert fait ce qu'elle veut. Et je vous dirais même que ce qu'elle a fait ou ne fait pas ne m'intéresse en aucune façon. Au revoir, Madame Langlois, et rappelez-moi au bon souvenir de Mademoiselle Baresca. La bonne femme devint cramoisie, puis passa au violet foncé, se mordit les lèvres, croisa fébrilement son poing fichu sur la table plate, enfin se dirigea vers la porte. Mais avant de me quitter, elle se retourna. « C'était pour vous dire que le beau jeune homme est revenu. » Hein ? Je ne pus m'empêcher de lui demander « Quel beau jeune homme ?» Le jeune homme en manteau avec des bottes et le chapeau à la boucle. Je sentis que tout chavirait autour de moi. Je balbutiai. « Celui dont je vous ai parlé un jour chez Mademoiselle Baresca. Eh bien, il est revenu. Le beau Gabriel est revenu. » Je la fixai d'un œil hagard. Étant tout à fait dans l'impossibilité de cacher mon émotion, la mère Langlois jouissait amplement de l'effet qu'elle produisait. « Ah ! Vous ne me chassez pas maintenant. Ah, c'est qu'il lui en faut peu à la petite, vous savez, avec ses grands airs, J'avais envie d'étrangler cette horrible femme. Je me retenais pour ne point lui sauter à la gorge. Par un prodigieux effort sur moi-même, j'arrivais à prononcer d'une voix à peu près normale, cependant que j'essuyais la sueur qui me coulait des tempes. Vous m'étonnez, Madame Langlois. Je savais que ce jeune homme était très malade. Oh, il a l'air bien démoli, ça, c'est vrai, mais voilà une bonne saison. Avec les soins de la jeune personne, il sera vite rétabli. Vous l'avez vu rentrer chez les Norbert ? Rentrer ? Non, je ne l'ai point vu rentrer. Ce particulier-là, je vous ai déjà dit que je ne sais pas par où il passe, bien sûr. On dirait qu'il le cache chez eux. Il est peut-être poursuivi par la police, moi je l'ai toujours dit, c'est sûrement un étranger pour être habillé comme ça. Si vous trouvez que tout ça est naturel, enfin, je vais vous dire une chose. Voilà 3 jours qu'ils m'ont remercié. Ah oui, Madame Langlois, ils vous ont remercié, mais alors, comment savez-vous ? Comment je sais ? Comment je sais ? Quand la mère Langlois veut savoir quelque chose, elle ferait la pige à la tour pointue, vous pouvez en être assuré. C'est comme je vous le dis et je vous le prouve, quand ils m'ont fichu à la porte, je m'ai écrié dans mon intérieur, celle-là, vous ne l'emporterez pas en paradis. Il faut vous dire que j'avais remarqué que, du haut d'une lucarne de votre bâtisse, il aurait été facile de voir ce qui se passait chez eux. Je me l'avais dit plusieurs fois. Ce matin, j'ai vu partir ce carabin qui s'en allait à son école, comme tous les matins. Puis ça a été le tour du vieux Norbert. Je m'attendais à voir sortir à son heure la Christine pour aller chez son marquis, où elle est maintenant tout le temps fourrée. Ça n'est un secret pour personne, pas même pour vous, soit dit sans vous offenser. Mais les minutes, les quarts d'heure passent, pas de Christine. Je m'ai dit, qu'est-ce qu'elle peut bien faire là-dedans toute seule ? À moins qu'elle me mette en train une autre femme de ménage, faudrait voir. Bref, je ne fais ni une ni deux, je grimpe tout là-haut dans une petite échelle, j'arrive dans le grenier, me voilà à la lucarne et qu'est-ce que je vois ? La Christine et le beau jeune homme qui se baladent tous les deux. Ils faisaient tout doucement le tour du jardin. Elle l'avait à son bras et lui disait des Gabriel par-ci, Gabriel par-là. Lui, il ne paraissait pas aussi faraud que la première fois que je l'avais vu. Quand il se tenait si droit qu'on aurait cru qu'il avait avalé un manche à balai, comme quelqu'un qui encourage un malade. Alors ils sont allés s'asseoir derrière l'arbre et là il s'est laissé tomber dans le fauteuil de bois et elle l'a embrassé. Et on va s'arrêter là parce qu'on va garder le suspense en haleine et on se retrouvera lors d'une prochaine émission pour voir qui est ce fameux Gabriel et voir enfin quel lien y a-t-il entre lui, Christine, et le fameux marquis. Restez avec nous, restez connectés, restez branchés. On se retrouve très vite sur D8. C'était Voyage au bout de la nuit. Merci, à très bientôt. Ciao.